Bonsoir Anouchka de Andrade. Bonsoir. Bonsoir Muriel. Bonsoir. Vous êtes attachée linguistique et culturelle à l'ambassade de France et vous êtes la directrice de l'Instituto Cultural Francés de Séville. Voilà, c'est ça. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos fonctions? Alors, être attaché culturel et de coopération, c'est d'abord du bonheur. D'accord. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est que du bonheur. L'objectif ce n'est qu'une fonction et pas un métier, c'est de participer au rayonnement culturel de la France. Et c'est absolument formidable. Il ne s'agit pas de représenter la culture française et de l'imposer dans un pays en disant nous on sait où on a de meilleurs artistes que vous, mais bien au contraire. L'objectif c'est d'écouter, d'apprendre à connaître ce qui se fait dans ce pays, dans le pays dans lequel on est nommé, de s'y noyer, de s'immerger, donc d'apprendre un maximum, c'est quand même merveilleux d'être payé pour apprendre, et ensuite de faire partager. Et dans la mesure où je considère que la culture, c'est d'abord une chose absolument essentielle, indispensable, mais c'est que du bonheur que d'avoir à partager et de donner à découvrir des artistes. Et puis, encore plus que ça, c'est de permettre à des artistes de se connaître, de se rencontrer et de créer à travers des synergies, des rencontres. Et par exemple, faire que des artistes se connaissent, des expositions se créent, des films se font. Et ça, bon voilà, on est juste la petite goutte d'eau, le petit rouage entre deux mondes. Et ça, c'est fabuleux. Vous avez dit que vous avez été nommée dans ce pays. Oui. Vous avez donc voyagé antérieurement? Oui, c'est mon deuxième poste pour le ministère des Affaires étrangères. En 2005, j'ai été nommée en Colombie. J'ai été attachée audiovisuelle. Donc, je faisais la promotion du cinéma, de la radio, de la télévision et des musiques actuelles pour les 5 pays andins. Venezuela, Colombie, Équateur, Pérou et Bolivie. D'accord. Basée à Bogota. Ok. Et ça fait longtemps que vous êtes ici à Séville? Ça fait 3 ans. J'ai été nommée en septembre 2013 à Séville. Et là, je m'occupe de ce qu'on appelle le sud de l'Espagne, c'est-à-dire l'Andalousie et l'Extrémadure. Donc, très large territoire. Ok. Et quels sont les événements culturels que vous avez organisés cette année, par exemple? Cette année, j'ai organisé au moins 3, peut-être 4 expositions. Pour vous donner une idée, une sur le design en France, où on a présenté la qualité et la diversité du design français, qui est le design graphique, mais aussi le design de packaging, le design de livres. On a eu la chance d'inviter la commissaire de l'exposition, Stéphane Dupont, qui est venue et qui a présenté le travail de coordination qu'elle a fait avec les différents artistes. Petite pause. Donc la première expo qui était donc le design en France, que nous avons organisé au SICUS. Ensuite une autre exposition, Corto Maltese. Pourquoi Corto Maltese? Parce que en fait, d'abord, il y a une qualité graphique indéniable, une œuvre. On peut parler d'œuvre quand on parle d'Hugo Pratt. Et puis la relation avec la France, c'est que tout simplement. En France, la bande dessinée est une des expressions artistiques et qui est soutenue par le ministère de la Culture. C'est pour ça qu'on a autant de festivals de bande dessinée, mais autant d'artistes. C'est vraiment une expression artistique en tant que telle. Ce n'est pas un sous-genre, loin de là, et ce n'est pas réservé aux enfants. On a vraiment des bandes dessinées pour les petits, mais aussi pour les adultes, et beaucoup d'adultes qui continuent à lire des bandes dessinées de très grande qualité. Et Hugo Pratt après, quand il a commencé à faire de la bande dessinée, a eu la chance de travailler pour un magazine qui s'appelait Pif Gadget. D'accord. Et un moment où dans sa vie il ne travaillait pas, très très peu en Italie, et voilà, donc il a été invité en France et il a dû faire une bande dessinée régulièrement, donc pour l'hebdomadaire Pif Gadget, et c'est grâce à ce travail, à ce contrat qu'il a eu, qu'il a pu commencer la première édition des Aventures de Corto Maltese, qui est la balade de la mer Salée, qui reste une référence dans le monde de la bande dessinée. Donc la France a joué un rôle important, fondamental dans
la trajectoire d'Hugo Pratt. Et donc c'était ça qu'on a voulu souligner. Et puis il y avait une actualité incroyable. C'est comme vous savez, Hugo Pratt nous a quittés il y a quelques années. Et pour la première fois, là cette année, donc en 2015, des artistes ont pu faire une nouvelle aventure de Corto Maltese. Et ces deux artistes qui ont gagné ce nouvel album avec tout le comité, avec l'aval des ayants droit d'Hugo Pratt, sont deux Espagnols. Un de Grenade et l'autre catalan. Okay. Et donc, la nouvelle aventure s'appelle Sous le soleil de minuit. Et donc, un ouvrage réalisé par un scénariste et un dessinateur espagnol. Et je trouvais formidable que l'Institut français promeuve cette œuvre de cet artiste qui est un artiste universel. On ne peut pas dire qu'Hugo Pratt appartient à l'Italie. Évidemment, les Italiens vont dire que oui. Mais c'est quand on atteint ce niveau-là, tout le monde se l'approprie. Et puis, ces aventures sont déroulées dans le monde entier. La mère d'Hugo Pratt est de Cordoue quand même. Enfin, donc, il y avait un sens historique, mais et aussi une actualité qui a fait qu'on a pu organiser cette exposition qui a été absolument formidable, où on a pu mettre en valeur la qualité, le graphisme et le trait d'Hugo Pratt qui est si particulier. Voilà. C'était la deuxième exposition. On en a fait une autre sur le dessin humoristique flamenco. D'accord. C'est-à-dire alors, donc on a invité un artiste français qui s'appelle Eddy Ponce, qui fait des dessins humoristiques de flamenco dans des revues ou pour le festival de flamenco de Nîmes, par exemple. Et donc, il a conçu, on s'est rencontrés, on a sympathisé, et on était à l'origine de cette exposition. Lui, il avait un désir, parce qu'il vient régulièrement d'Andalousie, il rêvait de pouvoir exposer. Et donc, il a conçu cette exposition en l'enrichissant d'œuvres originales. Et nous avons, au sein du musée del Baile Flamenco, organisé pendant 4 mois une exposition de ses dessins. Donc, il y avait ces dessins originaux qui sont que de l'humour sur le flamenco, avec le chanteur qui n'arrive jamais à chanter, parce qu'il y a toujours une catastrophe, avec son guitariste. Et ce qui était très très agréable, c'est que la direction de ce musée a tout de suite dit oui, après avoir vu les dessins et la proposition. Il faut savoir quand même que le monde du flamenco n'est pas un monde très ouvert à l'humour, surtout contre eux-mêmes. Et ils ont apprécié, ils ont joué le jeu, ça a été une véritable collaboration. Et pour l'inauguration, la grande présidente de ce musée, très grande danseur, Christina Hoyos, est venue en personne et a rigolé, a beaucoup apprécié, a écrit un texte, on a édité un petit catalogue, et elle a vraiment beaucoup apprécié le travail qui a été fait. Et suite à cette exposition, il y a un film qui est en train de se faire par Eddy Ponce, de ses dessins, des petits animatiques qui vont être diffusés à la télévision. D'accord. Voilà. Ok. Donc ça, ce sont un vrai projet, voilà, dans un vrai ensemble. Ça a été 3 expositions sur 4 mois. C'est pas mal. Et puis ensuite on en a fait une à la bibliothèque Infante Elena sur le dessin, toujours humoristique mais dans la presse, Dibujos en Libertad, en ayant présenté des dessins de 45 dessinateurs de 50 pays différents. Donc ça aussi c'était intéressant de voir l'importance du dessin de presse, qu'est-ce que c'est que la liberté, cette forme d'expression, qu'est-ce que ça veut dire. Et en marge de cette exposition, ça j'y tenais beaucoup, j'essaie toujours de donner un aspect pédagogique à tout ce que l'on fait. On a invité un dessinateur de Séville, Abel Hippolito, qui a organisé des ateliers pour les enfants par groupe, et il leur a expliqué ce que c'était que le dessin dans la presse, les différentes formes de dessin qui existent, qu'est-ce que c'est que l'humour particulier du dessin, et il les a fait dessiner, et les dessins de ces différents groupes d'enfants, il y avait même aussi des adultes. D'accord, tout le monde a participé. Qui ont participé, et c'est toujours exposé. D'accord. Et d'ailleurs, on a, nous, de l'Istituto Cultural Francés, envoyé un groupe, parce que Abel a gentiment accepté un samedi matin, et ils étaient enchantés, tant les enfants que les parents.
D'accord, donc Voilà. c'était un atelier vraiment ouvert à tout le monde et beaucoup de C'était participation. sur inscription, mais on a ouvert à aux écoles bilingues et puis évidemment l'Institut cultural français qui sont venus avec un groupe. C'était Alors justement, vous parlez d'inscription. Oui. Comment nos élèves peuvent s'inscrire aux événements que vous proposez? c'est simple, il suffit de regarder sur internet Institut français, Séville, et là vous avez une description de tous les événements et la plupart, en général tous nos événements sont gratuits, D'accord. sauf rare exception s'ils s'organisent, par exemple on a organisé un cycle François Truffaut dans les salles de cinéma, donc là c'était un cycle commercial, c'était un tarif réduit, mais il suffisait de se présenter à l'entrée et d'acheter sa place et on a pu voir 12 films en plus présentés par des spécialistes ou par une des actrices de François Truffaut Carrément. qui était Alexandra Stewart pour le lancement de cet événement. D'accord. Ok. D'autres événements vont être programmés dans l'année, je suppose. Est-ce que vous pouvez Oui. nous donner quelques prémices? Je sais pas qu'est-ce qu'on est là. Là, on va participer à un événement à Grenade là, qui D'accord. s'appelle les Voix de la Méditerranée, en Ouais. faisant venir des auteurs. On a un cycle Kieslowski avec la première projection, vous savez, le film Bleu, Blanc et Rouge. Là, Oui, donc oui. le film bleu qui va être présenté par le producteur Marine D'accord. Karmitz qui vient à Séville spécialement. Ce serait quand? Le 28 ou 29 avril. Ah oui, c'est là, la semaine prochaine. Voilà, au cinéma Nervion, Ciné Sour. On va avoir des expositions à Grenade, au centre Federico García Lorca, une exposition de Pascal Monteil, spécialement conçue pour l'Espagne. Voilà, des concerts, des rencontres dans le cadre de la Feria du Livre. Voilà. On a beaucoup d'événements là, c'est une activité très très riche. D'accord. Juste 30 secondes, je vais voir si ça continue. Oui, c'est parti. Alors, on vous sent passionné par votre métier. Comment on devient attaché de coopération linguistique et culturelle? Est-ce qu'il y a une voie particulière? Est-ce qu'il faut aimer les voyages, parler plusieurs langues? Ça c'est pareil, évident. D'accord. Évident. De toute façon, quoi qu'on fasse, quel que soit, même boulanger, c'est quand même mieux de parler plusieurs cultures, de connaître l'histoire du pain. Voilà. Et comment devient-on je ne sais pas, puisque chaque parcours est différent. On n'a pas besoin d'un concours, d'un diplôme particulier. Évidemment, c'est l'histoire d'une passion. Et je ne peux parler que de mon cas et de mon expérience. Moi, j'ai eu une formation linguistique. J'ai étudié le russe aux langues orientales. D'accord. Grâce au russe, j'ai travaillé dans le cinéma pendant plus de 25 ans. Et un jour, j'ai eu la chance de travailler pour le ministère des Affaires étrangères parce que je l'ai représenté pendant le Festival de Cannes avec toutes les grandes institutions. Et j'ai osé demander, parce que je savais qu'il existait des attachés audiovisuels, j'en avais côtoyé, j'ai osé demander si un jour je pourrais prétendre ou pas à partir. Et ils m'ont dit où tu veux, quand tu veux. Et avant, forte de ça, j'ai dit je postule. Et c'est comme ça que j'ai eu l'extrême bonheur d'être nommée en Colombie. D'accord. Voilà. Premier poste, la Colombie. Premier poste, la Colombie. Je voulais plus en repartir. 5 ans de bonheur. Ouais. Ensuite, je suis rentrée en France. Et puis, j'ai été renommée après un temps donc à Séville. D'accord. Voilà. Et là, vous êtes là pour combien de temps, vous savez? 3 ou ans. c'est- Ah, Oui, mon contrat se termine là bientôt. On peut D'accord. commencer à pleurer. Ok, donc dans le titre de votre poste, nous avons culturel mais aussi linguistique. Qu'est-ce que c'est un attaché linguistique ici à Séville? Dans le monde, attaché linguistique, c'est donc faire il s'agit du français, donc de faire la promotion du français, faire que le français soit enseigné. De toute façon, c'est pas nous. Ça dépend pas de nous l'enseignement du français. Voilà. Forcément, c'est une langue qui est bien apprise et enseignée dans les différents niveaux. Mais nous, on va aider les académies du pays, donc ici les conseilleries d'éducation, et on va jouer le rôle de renfort, de les aider, faire de la veille
et de mettre en relation les académies françaises. Voilà. Donc là, c'est le côté un peu administratif ou politique et d'accompagner les décideurs pour que le français continue à être enseigné à tous les niveaux, première ou deuxième langue, et donner les moyens. Donc on participe avec des bourses, par exemple pour les professeurs, afin qu'ils soient toujours et mieux formés. Donc on organise des ateliers pour eux, on offre des bourses de résidence en France évidemment, on organise des bourses de voyage, un concours là par exemple en ce moment qui s'appelle concours Génération Bilingue, où on a demandé à des élèves de faire une vidéo et le premier prix c'est 10 jours de séjour en France. D'accord. Voilà. Donc ça, il y a un aspect politique, il y a l'aspect d'accompagnement après des professeurs et de formation, et puis après on va aussi à la rencontre des élèves en organisant évidemment des spectacles, des contes, voilà, pour participer à la motivation, pour que, voilà, c'est ce qu'on disait ce matin avec Muriel, c'est que le français c'est d'abord une langue vivante, et donc une langue c'est quelque chose qui bouge, qui évolue, qui est fait pour être partagé, et, voilà, et donc on utilise tous les moyens que nous avons pour continuer à donner envie aux élèves d'apprendre le français, mais pas seulement le français classique qui est absolument indispensable, on est bien d'accord, mais aussi le français contemporain, donc en les emmenant au cinéma, en voyant autre chose, en participant au concours de la francophonie, les 10 mois 10 mots, qui sont parfaitement organisés et copilotés par Muriel. Et voilà, et ça c'est important de leur dire, le français c'est aussi le monde francophone. D'accord. Voilà. Ça se limite pas uniquement à la France? Non, certainement pas. Certainement pas. D'accord. Est-ce que vous avez des chiffres, par exemple, du nombre de personnes qui parlent le français ici en Séville, enfin en Andalousie, pardon? Qui le parlent, il y en a énormément. Par exemple, qui l'étudient, plus de 300 000 apprenants de français, tout niveau confondu, ce qui est énorme. En Andalousie. Uniquement en Andalousie. Uniquement en Andalousie, c'est 300 000 personnes. 300 000 apprenants. D'accord. C'est énorme, ça fait à peu près un peu plus de 19% de la population espagnole. Ah oui. Ce qui est énorme, c'est la région où on enseigne le plus le français. Parce que la chance aussi, pour nous, c'est qu'il n'y a que l'espagnol. Alors que dans d'autres régions, le français arrive en 4e position, après l'anglais, puisqu'il y a la langue régionale. On a la chance en Andalousie, c'est qu'il n'y a que l'espagnol. D'accord. Et comment si je suis apprenant, par exemple, comment je peux apprendre le français un peu plus? En s'inscrivant à l'Instituto Cultural Francés, il n'y en a pas d'autre. Parfait. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'est l'attaché de l'ambassade. Effectivement. Bon, eh bien, merci beaucoup, Anouchka, pour votre participation. Mais je vous en prie, c'était un véritable plaisir que de partager ma passion, et je ne pourrais que conclure, dire apprenez le français, mais pas seulement le français. Il faut apprendre toutes les langues possibles, puisque le monde est à vous. Le monde est beaucoup plus petit que le monde dans lequel on a connu, où on parlait 2 ou 3 langues. L'avenir est au plurilinguisme. L'avenir est à la